vous avez pu le comprendre. Et donc je me suis intéressé à un philosophe encore en vie, Jean-Claude Michéa. Est-ce que ici certains ont déjà lu Jean-Claude Michéa? Donc, quelques-uns quand même. Et parmi ceux qui n'ont pas lu, est-ce que d'autres en avaient même entendu parler ou pas du tout? Alors, donc si vous n'avez jamais entendu parler de Jean-Claude Michéa, restez, justement, cette conférence est pour vous et ce livre aussi est pour vous, puisque l'idée, justement, l'idée de mon ami et éditeur qui m'a proposé de faire ce livre, c'est en fait vraiment de faire un essai donc, de vulgarisation, donc de permettre à des gens qui n'auraient jamais lu Michéa, en fait, de ressortir à la lecture de ce livre, pas forcément en connaissant en détail son œuvre, mais au moins en étant capable de le situer et de comprendre un peu les spécificités de sa pensée qui, vous allez le comprendre, est vraiment très spécifique. Pardon. Alors, donc déjà, je vais vous faire un petit topo biographique de Michéa assez rapide, ce n'est pas l'essentiel ni du livre ni de la conférence. Donc Michéa est un philosophe donc né en 1950. Petite parenthèse, il est donc né l'année où est mort son écrivain préféré, George Orwell. Donc Michéa est né en 1950 dans le 12e arrondissement de Paris, fils de parents communistes. Ses deux parents étaient donc des permanents du parti, dont son père était donc journaliste à l'UMA et gérait la rubrique sport de l'UMA et était spécialiste de cyclisme. Donc ces deux parents communistes et résistants se sont rencontrés durant la résistance et ont eu donc Jean-Claude Michéa pour unique fils. À 14 ans, il commence à s'intéresser un peu à la pensée philosophique. C'est très simple, il est fils de communiste un peu intello, chez lui il y a énormément de livres et un jour il lit en fait, il prend un livre de Lénine, il raconte sur France Culture de manière assez drôle qu'en fait ses parents classaient les livres et mettaient tout en haut les livres qu'ils ne voulaient pas que leur fils lise, estimant qu'il était trop jeune pour lire ça et en fait c'était la rangée interdite et quand ses parents partaient, bah lui il montait sur une chaise, il allait prendre les livres interdits. Donc lui il recommande aux parents qui veulent former leurs enfants de leur dire ne lisez pas les livres tout en haut de la bibliothèque et de mettre les livres qu'ils aimeraient que leurs enfants lisent. Donc à 14 ans il découvre Lénine, se passionne pour le marxisme-léninisme. Donc à 16 ans en terminale, il est subjugué par son prof de philo qui lui est trotskiste et donc dérive du côté du frère ennemi trotskiste. En mai 68, où il est en première année de fac de philo à la Sorbonne, il est donc 68 art et donc toujours militant trotskiste. Mais l'année d'après, il décide de rejoindre à nouveau pas nouveau puisqu'il n'y avait jamais été avant, mais le Parti communiste, estimant que finalement le gauchisme 68 art, en tout cas ce qu'il appelle le gauchisme 68 art, présentait certains dangers, et deux types de dangers, une porosité parfois non affichée avec le libéralisme, et deuxième truc, il se rendait compte qu'au sein des micro-partis qui pouvaient être trotskistes ou maoïstes de l'époque à la Sorbonne, les sections pouvaient déjà se comporter de manière très autoritaire, plus qu'au Parti communiste, ce qui est assez paradoxal, et donc il rejoint le Parti communiste en 69. Il est agrégé de philo en 72, il fait son mémoire sur Karl Marx, expliquant que pendant toutes ses études de philo, en fait, il ne s'est intéressé qu'à Marx et jamais aux autres philosophes. Il est le plus jeune agrégé de France et est muté à Montpellier. À Montpellier, alors qu'il doit préparer ses premiers cours, il commence à s'intéresser à d'autres philosophes. Et il commence aussi à s'intéresser à d'autres pensées anticapitalistes, notamment à Guy Debord et l'international situationniste. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Guy Debord est l'auteur d'un essai très remarqué en 1967 qui s'appelle « La société du spectacle », qui a énormément inspiré les 68 arts, et c'est le fondateur de ce qu'on appelait l'international situationniste, qui était en fait qui est à mi-chemin entre le monde intellectuel, militant et artistique, qui voulait un peu subvertir l'art et qui défendait une idée, qui défendait le conseillisme, c'est-à-dire une société à la fois communiste, mais surtout
anti-autoritaires où des conseils d'ouvriers auraient directement le pouvoir, donc qui marcheraient en démocratie directe. Donc il découvre Guy Debord et quelqu'un d'autre, qui est un Belge, Simon Leys, qui est l'un des biographes les plus connus de George Orwell, qui est son écrivain préféré, et qui est aussi un sinologue très, très intéressant, qui a écrit un livre qui s'appelle Les habits neufs du président Mao, en clin d'œil au célèbre livre Les habits neufs de l'empereur, et qui est une critique en fait du maoïsme. Donc il découvre ses pensées, et en 1976 il finit par rompre avec le Parti communiste définitivement, pas tant d'ailleurs à cause de ses influences intellectuelles, même si ça y participe, mais aussi parce que donc Michéa parle le russe couramment et aimait en fait aller dans le bloc soviétique, et quand il faisait ses visites, il aimait quitter le circuit officiel pour les touristes et parler à la population, et il a fini par se rendre compte que ce que lui disaient les Russes en fait ne ressemblait pas exactement à la propagande du parti. Donc il a décidé de quitter le Parti communiste, et donc de se rapprocher de pensées un peu plus libertaires, donc Guy Debord, Cornelius Castoriadis, dont la pensée est relativement proche de Guy Debord, un peu plus structurée, un peu moins artistique. Il découvre aussi un sociologue américain très connu, enfin très important pour lui, peu connu en France, mais dont il va être l'un des principaux introducteurs avec Emmanuel Todd, qui s'appelle Christopher Lasch, qui est un sociologue héritier, on va dire, du freudo-marxisme, qui a écrit 2 essais très intéressants, enfin plusieurs, mais dont 2 que je recommande vraiment. Un qui s'appelle La culture du narcissisme, où il explique les mutations anthropologiques aux États-Unis, et un dernier qui est en fait son essai testament qui s'appelle La révolte des élites, où il explique pourquoi les élites mettent en danger la démocratie et pourquoi les classes populaires ont intérêt à se révolter. Et donc il découvre tous ces penseurs et évolue peu à peu vers une pensée qui est celle que je vous ai expliquée. Donc, finalement écrit relativement tard, en 95, à 45 ans, il écrit son premier essai sur George Orwell, qui s'appelle Orwell Anarchist Story, donc en français Orwell Anarchiste Conservateur. Et en fait le titre de mon livre est un clin d'œil à ce titre. Et en fait il explique que lui n'a jamais voulu écrire. Ses vraies passions dans la vie, c'est d'aller au bar avec ses potes, de traîner à la plage et le foot. Il a aussi écrit deux essais consacrés au foot. Et en fait, c'est parce que son meilleur ami, Alain Martin, a créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Climat, qui depuis ont été rachetées par Flammarion. Donc une petite maison d'édition, et ils avaient besoin de textes un peu pour se lancer. Et lui, il avait ce texte un peu de côté qu'il a fini par publier. Et il explique que quasiment tous ses livres, il les a en fait écrits parce que son éditeur et ami venait le harceler pour lui dire « j'ai besoin d'un nouveau texte ». Sinon, de lui-même, il n'écrirait jamais. Et d'ailleurs, petite blague qu'il fait souvent, il dit que c'est pour ça qu'il écrit toujours le même livre. Il n'écrit pas toujours le même livre, mais c'est vrai que c'est souvent les mêmes idées. Et d'ailleurs, ce sont très peu des livres qu'il écrit lui-même, et c'est souvent des entretiens qu'il reprend, ou des conférences, etc. Et petite parenthèse et petite fierté personnelle, l'un de mes entretiens qu'il m'a accordé lui a inspiré son avant-dernier livre qui s'appelle Notre ennemi le capital. Et donc, Michéa sort ses livres, et en fait, au fur et à mesure, il passe du statut de quelqu'un qui est relativement inconnu, totalement inconnu dans le champ public, à quelqu'un qui est relativement connu et qui divise énormément, et notamment la gauche. C'est là où on va en arriver à sa pensée. Alors, pour sa pensée, en fait, je vais vous détailler je vais vous la détailler en 3 points. La première, c'est ce qui fait l'originalité de sa pensée, qui est sa critique du libéralisme, que je vais vous faire assez rapidement, et ceux qui veulent approfondir, je vous laisserai lire le chapitre qui lui est dédié dans mon livre, parce que en fait c'est quand même assez lourd, et j'ai pas envie de vous assommer ce soir avec. Ensuite, son concept, enfin le socialisme qu'il défend, et je vous ai expliqué pourquoi il se définit comme socialiste et pas comme de gauche. Et puis à la fin, ce concept un peu compliqué ou un peu bizarre d'anarchiste conservateur, puisqu'effectivement, en théorie, les deux mots ne vont pas ensemble, et pourtant, chez Orwell et chez Michéa ensuite, ils peuvent aller ensemble, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc déjà, Michéa est surtout connu pour sa critique du libéralisme, expliquant qu'en fait, on distingue traditionnellement 2 libéralismes et qui n'en font qu'un.
Alors il y a un libéralisme économique, qui est ce libéralisme qui est défendu par la droite et combattu par la gauche, qui est très simple, hein, si on laisse faire le marché librement, il va nous mener plus ou moins à la meilleure des sociétés possibles, et un libéralisme politico-culturel qui lui est plutôt défendu par la gauche et combattu au nom du conservatisme ou de l'autoritarisme par la droite. Et en fait, une idée de Micha, c'est que quelque part, ces deux libéralismes n'en font qu'un parce que logiquement, ils se retrouvent. Donc, je ne vous ai pas dit, donc le libéralisme politique, c'est globalement cette idée que chacun peut faire ce qu'il veut tant qu'il n'entrave pas la liberté des autres. Et en fait, qui s'adosse à certains concepts politiques qu'on connaît très bien, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la démocratie représentative, mais qui ont une idée qui est une idée en fait sous-jacente, qui est que l'État c'est un peu barbare, axiologiquement neutre. Donc c'est un terme sociologique de Max Weber. Axiologiquement, ça veut dire que en fait l'État ne prend l'État en fait ne se fait aucune idée a priori du bien, du mal, et en fait n'entend pas définir ce qui est la bonne vie. Ce sont aux citoyens de le faire. Et au passage, un penseur libéral très connu, Benjamin Constant, du XIXe siècle, disait d'ailleurs que l'État se borne à être juste, nous choisirons nous-mêmes d'être heureux. Et alors, pourquoi ces deux libéralismes n'en font qu'un et comment ils naissent? Alors, pour faire très simple, pour Michel, ce sont tous les deux des enfants de la modernité qui commencent après les guerres de religion. Alors, les guerres de religion naissent avec la naissance du protestantisme et déchirent l'Europe au XVIe siècle. Et à ce moment-là, en fait, à partir du XVIe siècle et un peu au XVIIe, à partir de ce moment-là, certains penseurs commencent à se dire que les hommes, en fait, sont déjà mauvais. L'homme est un loup pour l'homme, disait Hobbes, et que les hommes, en fait, se font tout le temps la guerre pour des conceptions du bien. Et donc, il faudra être capable de créer une société ou un projet de société où, en fait, les hommes pourront coexister les uns avec les autres malgré leur conception du bien et de la morale différente. L'un des projets qui est formulé, l'un des projets modernes qui est formulé, qui n'est pas un projet libéral, c'est le projet de Hobbes, donc, qui est un philosophe donc, qui stipule celui qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, qui crée un concept de Léviathan, qui est l'idée que l'État devrait être une sorte de monstre autoritaire qui écraserait les libertés individuelles au point où les gens ne pourraient plus se faire la guerre puisque l'État les empêcherait de le faire. Ce projet très autoritaire ne prend pas, et c'est plutôt le projet libéral qui prend dans le sillage en fait de la montée de la pensée copernicienne en sciences, en physique. Donc il y a une grande révolution en physique. On passe d'un modèle géocentré, donc la Terre est le centre de l'univers, à un modèle héliocentré. Le Soleil est le centre de l'univers, et on commence à croire qu'on peut en fait tout expliquer, toutes les forces de la nature sont explicables, etc. Et les philosophes se disent que si les forces de la nature sont explicables et rationalisables, on peut faire la même chose en sciences humaines et sociales, qui ne s'appellent pas encore comme ça évidemment, mais on peut trouver des lois humaines qui permettront de créer une forme de société en pilotage automatique. Et c'est pour ça, au passage, que le libéralisme est indissociable de l'idée de progrès, qui sera formulée un peu plus tard par un philosophe libéral et un philosophe des Lumières, pas Montesquieu, Condorcet, pendant la Révolution française. Dans un de ses essais, il explique en fait que le progrès des sciences va mener au progrès de la connaissance, qui va mener au progrès technologique, qui va permettre le progrès économique, ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance, qui va mener au progrès moral, et à la fin, grâce au progrès des sciences, on arrivera au meilleur des mondes possible. Le libéralisme est très proche de cette idée aussi, en fait, et indissociable de l'idée de progrès, mais pas de progrès dans le sens où des choses iront mieux, mais de progrès avec un grand P, c'est-à-dire une philosophie de l'histoire où on passe en fait de l'âge de pierre où tout est mauvais à tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et donc le libéralisme, en fait, naît d'abord d'idées politiques. C'est cette idée donc on va essayer de créer une société où chacun pourra faire ce qu'il veut tant qu'il n'entrave pas la liberté des autres. Et c'est pour ça que le XVIIIe siècle est le siècle de la montée en puissance du droit. Donc Michel appelle le droit avec un grand D, qui est vraiment quelque chose presque de total. C'est-à-dire qu'en fait le droit va permettre de réguler tous les aspects de la société.
Sauf que très rapidement, les philosophes libéraux, notamment ceux des Lumières, comprennent qu'en fait une société ne peut pas exister juste avec du droit qui régulerait leurs interactions, mais qu'il faut qu'ils aient quelque chose qui leur permette d'interagir les uns avec les autres. Et ce sera donc le doux commerce de Montesquieu, qui prône ce libre-échange, pensant que le commerce pourra amener à la paix dans le monde, parce que, comme disait un autre philosophe des Lumières, Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Donc voilà comment, en fait, ces deux libéralismes, en fait, naissent tous les deux de manière concomitante. Mais le problème, c'est que donc, ce libéralisme a commencé à s'imposer avec la Révolution française, même si après on connaît deux restaurations et en fait, les idées libérales ne se stabilisent pas tout de suite. Et puis avec la révolution industrielle qui va permettre de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, la révolution, une forme de révolution économique. Et c'est là que vont commencer les premières critiques du libéralisme. Il y a d'abord une critique très anthropologique, en fait, qui est l'idée qu'en fait, si tout le monde vit chacun de son côté en faisant ce qu'il veut, en fait, il n'y a pas de société possible. Et les premiers socialistes sont des grands critiques de cette montée de l'individualisme. Quelqu'un comme Pierre Leroux, qui est connu pour être le premier à avoir défini le socialisme, dit que la société n'est plus une société, mais n'est plus qu'un amas d'individus. Marx et Engels critiquent une société où les gens deviennent ce qu'ils appellent des monades isolées, repliées sur eux-mêmes, c'est-à-dire en fait des formes d'atomes qui sont chacun dans leur coin. Donc il y a cette critique-là du libéralisme, et puis il y a une critique qu'on connaît un peu plus tous, qui est la critique économique classique. La critique économique classique, c'est que ce nouveau monde libéral, en gros, Michéa résume le libéralisme économique par le renard libre dans le poulailler libre. Donc ce monde où on dit que chacun sera libre, on en fait est aveugle de quelque chose, c'est que les gens ne sont pas égaux dans leur rapport économique. Et donc, ce qu'on va finir par appeler les prolétaires, c'est-à-dire en latin, proles voulant dire enfants en latin, ce sont ceux qui n'ont pour richesse que leurs enfants. Ce qu'on va appeler les prolétaires, en fait, sont contraints quelque part de vendre leur force de travail à un patron, et un patron qui détient donc ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire ce qui permet la production économique. Et donc, en fait, il n'y a pas d'égalité de fait, et non seulement il n'y a pas d'égalité, mais en plus, les prolétaires, durant le 19e siècle, commencent à connaître en fait des modes de vie très dégradés par rapport aux modes de vie qu'ils avaient connus avant, quand ils étaient artisans ou paysans. Et au passage, ça se fait avec un énorme progrès technique, la machine à vapeur, etc. Et en fait, aujourd'hui, on dit souvent qu'on n'arrête pas le progrès. Aujourd'hui, faites attention quand quelqu'un vous dit, un Macron vous dit qu'on n'arrête pas le progrès, ce qui veut dire c'est qu'on n'arrête pas le capitalisme. Mais mais en fait, si on n'arrête pas le progrès, c'est pas tant que le progrès naturel, que en fait, il a été imposé par la force. Petit exemple, de l'autre côté de la Manche, quand certaines machines s'imposent dans l'industrie, notamment textile, il y a un grand mouvement de protestation qu'on appelle les Luddites, qui viennent du nom de Ned Ludd, un ouvrier dont on ne sait pas s'il a réellement existé, qui aurait cassé des machines. Et donc les Luddites étaient des artisans et des ouvriers qui le soir allaient dans les usines pour casser les machines, soit parce que les artisans, eux, se rendaient compte qu'en fait les grosses machines d'usine allaient les détruire, et donc ils allaient mettre la clé sous la porte et ils allaient finir par devenir des prolétaires. Et les prolétaires parce qu'ils se rendaient compte déjà que les machines leur imposaient des cadences infernales, qu'on a tous vu un peu après dans les temps modernes de Charlie Chaplin, où l'homme devient presque la machine, et donc le soir ils allaient casser des machines, et c'est un mouvement en fait qui a regroupé des dizaines de milliers de personnes, donc c'était pas quelque chose de marginal. Et en fait en Angleterre on a réussi à stopper les Luddites en promulguant des lois, et c'était notamment la pendaison pour quiconque cassait une machine. Donc autant vous le dire très vite, ça les a refroidis, on a commencé à pendre quelques ouvriers. Très vite, le mouvement s'est arrêté parce que on ne voulait pas forcément perdre sa vie pour ça. Et donc Michéa, en fait, fait une critique de ce libéralisme et explique quelque part que ces deux libéralismes qui logiquement, ces deux libéralismes n'en font qu'un logiquement, et quand la droite prétend défendre le libéralisme économique
mais s'attaquer au libéralisme, on dirait culturel, aujourd'hui on pourrait dire sociétal, en fait, c'est faux, elle promeut le modèle de société qui va permettre des avancées sociétales malgré elle. D'ailleurs, petite parenthèse, mais une grosse partie en fait, des avancées sociétales de notre époque ont quand même été faites sous Valéry Giscard d'Estaing. On peut penser à l'avortement, ce genre de truc. Autre parenthèse, quand Michéa critique le libéralisme culturel, il ne dit pas que toute avancée sociétale est forcément mauvaise. Donc, quand je vous dis ça, ce n'est pas une critique de l'avortement, loin de là. Et de l'autre côté, en fait, quand la gauche prétend attaquer le libéralisme économique, mais défend le libéralisme culturel, eh ben, elle crée la société qui, malheureusement, va promouvoir ce libéralisme économique. Un exemple très bête, ce serait celui du travail du dimanche. Alors, un libéral conservateur de droite, c'est quelqu'un qui prétend défendre la famille traditionnelle, qui est souvent catholique, donc défend l'idée d'aller à la messe le dimanche, qui est le jour du Seigneur. Et pourtant, ce libéral conservateur, type Sarkozy ou François Fillon plus récemment, sont souvent des défenseurs du travail du dimanche. Pourquoi ? Parce que pour eux, en libéraux et économiques, il faut lever tous les freins à l'extension du marché, et même les freins moraux, finalement, et les freins culturels et sociétaux. Donc, finalement, ce libéral conservateur va, en défendant le travail du dimanche, va quelque part défendre, va plutôt attaquer ce dimanche sacré, jour du Seigneur, qu'il prétend sacré être le jour du Seigneur, et va aussi détruire aussi un modèle familial, parce que c'est très simple, hein, même si les travailleurs ont un autre jour chômé dans la semaine, à partir du moment où leurs enfants sont à l'école tout le reste de la semaine, que je sais pas, leur conjoint ou leur conjointe ont leur dimanche, et ben c'est simple en fait, on détruit le seul jour où des gens peuvent se retrouver ensemble en famille et s'extirper du modèle marchand, c'est-à-dire ne pas juste aller faire du shopping et s'abrutir dans la société de consommation. À l'inverse, un libéral de gauche peut être quelqu'un qui dirait alors moi j'attaque le libéralisme économique, mais qui dirait au nom de quoi le dimanche serait un jour particulier pour le Seigneur, alors que le Seigneur, Dieu est mort dans nos sociétés, la famille on n'y croit pas forcément, etc. Et donc on a aussi des libéraux de gauche qui se prétendent anti-libéraux sur le plan économique, qui défendent ce travail du dimanche et qui donc de fait défendent une avancée du capitalisme, disant sur les bases du volontariat, on sait très bien que quand on est une caissière chez Auchan, il n'y a pas de volontariat en fait, on nous dit de travailler, on travaille. Et donc, et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas pour rien que Pierre-Joseph Proudhon, le père de l'anarchisme, a écrit son premier livre sur le dimanche, et est un éloge du dimanche, expliquant en fait que les catholiques ont fait quand même quelque chose de bien dans notre société, c'est d'avoir sacralisé le dimanche et donc d'avoir permis un jour chômé pour l'ensemble de la société. Donc déjà, avec cette idée, Michéa en fait ne s'est pas fait énormément d'amis, disant que finalement la gauche et la droite sont à peu près la même chose, et c'est pour ça que quand la gauche arrive au pouvoir, Mitterrand, Jospin, qui était Premier ministre et donc de fait au pouvoir Hollande, et dans les faits, elle se retrouve incapable de combattre correctement le capitalisme. Et donc on en arrive à la deuxième notion de Michéa, qui est sa défense du socialisme, qu'il distingue de la gauche. Donc en fait, pour Michéa, se définit comme étant, lui, un socialiste, au sens originel du terme. Donc il se définit comme socialiste, partisan d'une société sans classe, dirigée par l'esprit traditionnel du don et de l'entraide, ainsi que comme un démocrate radical, c'est-à-dire opposé à la démocratie représentative, et estimant que le pouvoir doit s'exercer en fait par les citoyens directement. Et donc ce socialisme en fait qu'il promeut rejoint typiquement le socialisme d'un Pierre Leroux, qui est donc dont je vous ai dit qui est le premier à avoir défini ce terme, qui disait qu'en fait le socialiste est celui qui défend simultanément la liberté et l'égalité et qui ne voit aucune contradiction dans ces termes, utilisant la fraternité en fait
pour défendre simultanément l'égalité et la liberté. Et en fait, pour Michéa, originellement, au XIXe siècle, en fait, on n'a pas un clivage entre une gauche et une droite, mais un clivage entre trois partis. Entre les rouges, qui sont donc les socialistes et le mouvement ouvrier, les bleus, qui sont les républicains et les libéraux, ce sont ceux qui prennent le pouvoir pendant la Révolution française notamment, et les blancs, qui sont les conservateurs et les réactionnaires, donc ceux qui veulent revenir à l'ancien régime et qui défendent une société cléricale où les prêtres auraient le pouvoir et les seigneurs auraient le pouvoir. Et pour lui, donc, déjà, il y a une différence entre les bleus, il y a une vraie opposition entre les bleus libéraux, républicains et les réactionnaires conservateurs, qui n'est pas le seul à faire. Hein. Typiquement, Karl Marx et Engels, si vous lisez le manifeste du Parti communiste, disent que la bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Il dit que c'est la bourgeoisie, en fait, qui a détruit tous les anciens rapports féodaux, qui a libéré l'individu de la famille, etc. Et dit d'ailleurs aussi que la société, le mode de production capitaliste, donc la société bourgeoise, ne peut pas exister sans révolutionner constamment les rapports de production, donc l'ensemble des rapports au sein de la société. Donc, en fait, ces libéraux qui étaient quelque part de vrais révolutionnaires, en fait, avaient surtout pour projet de détruire l'ancien régime, mais sur des bases donc libérales. Et les socialistes, eux, partageaient en fait avec les libéraux certains points. Ils étaient aussi opposés à l'ancien régime. Ils s'inspiraient plus ou moins aussi de la philosophie des Lumières, donc les idéaux en fait de liberté, d'égalité et d'autonomie qui étaient promus par les libéraux étaient très importants. Mais par contre, pour eux, ils faisaient une sorte de critique radicale de tout ça, parce que pour eux, en fait, tout ça n'était presque que du vent s'il n'y avait pas avec une forme de révolution économique et sociale qui permettait aux individus d'être concrètement égaux et concrètement donc libres. D'ailleurs, j'en parle pas dans mon livre, mais c'est une petite parenthèse, c'est la théorie des 4 révolutions de Proudhon. Pour lui, en fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 4 grandes révolutions, enfin il y en a eu 3 et la 4e doit arriver. La première, c'est le christianisme, qui finalement est la première à établir l'égalité de tous les hommes, mais devant Dieu. La deuxième, c'est la Renaissance, parce qu'elle permet plus ou moins l'égalité devant la connaissance, puisque la connaissance se diffuse avec l'imprimerie, etc., même si elle est incomplète. La troisième, c'est donc la Révolution française, qui permet l'égalité entre les hommes, mais juste politique. Et pour lui, la 4e révolution économique va permettre d'achever toutes les révolutions, et va permettre en fait aux hommes d'être réellement égaux. Et donc ces socialistes étaient plus ou moins en marge du clivage principal qui était entre les bleus et les blancs. En fait, les bleus étaient ce qu'on appelait à l'époque la gauche et les blancs la droite. Et il y avait des alliances, mais il y avait aussi des séparations. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les socialistes aussi avaient parfois en commun avec les réactionnaires quand ils critiquaient la société libérale. Et il y a eu des alliances, typiquement la révolution de 1848 qui a emmené la deuxième République, est une alliance en fait entre les socialistes et les libéraux de gauche. Ensuite, quand il y a la constituante, d'ailleurs, il y a des socialistes dans la constituante, Louis Blanc, qui est l'un des pères du socialisme français, Albert Louvrier, dont vous aurez découvert son métier. Et donc, c'est ces deux-là qui étaient parmi les 10. Mais il y a une séparation durant les journées de juin 1848, quand les socialistes estiment que les révolutions sociales n'arrivent pas, ils commencent à protester. Et la gauche, le centre-gauche au pouvoir, en fait, fait fusiller les ouvriers. Au point où, plus tard, sous le Second Empire de Napoléon III, donc quand la droite est au pouvoir, il y a un manifeste qui s'appelle le Manifeste des 60, écrit par 60 ouvriers, qui explique que les ouvriers doivent présenter à chaque élection des candidats, même si ça fait perdre la gauche libérale. Une deuxième fracture entre la gauche et le socialisme, c'est la Commune de Paris. Donc, en 1870, Napoléon III perd contre l'Allemagne à peine unifiée, et donc la Troisième République est proclamée, et quelques mois plus tard, ces événements mènent à une révolution sociale à Paris,
qui fait sécession et qui instaure une république démocratique et sociale, avec beaucoup d'avancées à la fois sociales et sociétales. Et à ce moment-là, en fait, cette révolution est écrasée par quelqu'un qui est au pouvoir, qui s'appelle Adolphe Thiers, et en fait qui, contrairement à ce qu'on pense, était un homme de centre-gauche, plutôt voltairien, qui d'ailleurs a dirigé un moment le parti du mouvement, il y a très longtemps avant, en 1848. Et en fait, la révolte de la Commune de Paris est écrasée par une alliance de la gauche et de la droite, mais de la gauche libérale et de la droite réactionnaire contre les ouvriers, au point où, quand une dizaine d'années plus tard, certains socialistes hésitent à s'allier avec la gauche, les communards exilés à Londres, dont Édouard Vaillant, qui était l'équivalent du ministre de l'Éducation de la Commune de Paris, écrivent en leur disant de faire attention et de ne pas oublier que les Versaillais de gauche sont aussi détestables que les Versaillais de droite. Donc il y a cette séparation, il y a même un mouvement qui s'appelle le boulangisme, donc qui est un peu l'équivalent, on va dire, du lepénisme de l'époque, donc quelque chose qui se veut à la fois social mais très autoritaire et réactionnaire. Et le boulangisme, on ne le sait pas, mais certains socialistes ont défendu le boulangisme contre les libéraux, au point où Jaurès a dit d'ailleurs que le mouvement boulangiste en fait était une forme de socialisme dévoyé. Et tout ça, on va faire un léger saut dans le temps, et donc on va arriver en fait en 1899. On est en pleine crise dreyfusarde, et pendant les premières années, les socialistes en fait ne défendent pas Dreyfus. D'ailleurs, la gauche met un peu de temps aussi, Clémenceau, Zola mettent un peu de temps, mais ils s'y mettent avant. Et en fait, à gauche, il y a quasiment personne, chez les socialistes, il y a quasiment personne, à part Charles Péguy, qui est quelqu'un de très peu connu à l'époque, et Bernard Lazare, qui est très peu connu aussi pour défendre Dreyfus. Quelqu'un comme Paul Lafargue, qui est le gendre de Karl Marx, disait que tout ça ne regardait pas les ouvriers, que c'était une histoire de bourgeois. Jules Guesde, qui était son meilleur ami, disait que Dreyfus était probablement innocent, mais qu'un bourgeois restait un bourgeois, donc un ennemi du prolétariat, et donc il n'avait rien à faire dans cette histoire. Quant à Jaurès, il a même des écrits plus ou moins antisémites disant qu'en tant que juif, Dreyfus était probablement coupable. Et en 1899, en janvier 1899, les socialistes ne veulent toujours pas défendre Dreyfus, mais ils parlent même de guerre civile bourgeoise. Mais en fait, cette année-là, la droite cléricale risque de prendre le pouvoir et donc de rétablir une forme d'ancien régime. Et donc la gauche, les socialistes acceptent de défendre Dreyfus et de s'allier avec la gauche. Et ce qui crée en fait ce qu'on appelait le bloc des gauches et le gouvernement Waldeck-Rousseau, où un socialiste proche de Jaurès, Mitterrand, a eu un ministère à côté d'un homme de gauche dont j'oublie toujours le nom, mais bon, qui est un homme détestable, qui était à l'époque surnommé le bourreau de la commune. Gallifet, exactement. Donc en fait, à ce moment-là, un socialiste est dans un gouvernement avec un bourreau de la commune, ce qui d'ailleurs qui pose certains problèmes à l'international, au sein de l'international socialiste. On a par exemple Rosa Luxembourg qui dit que Jaurès a eu raison de défendre Dreyfus, surtout qu'en 1899 il apparaissait vraiment que Dreyfus était innocent, et pour les socialistes qui défendaient vraiment une forme de justice universelle, il devenait très dur de ne pas le défendre, mais disait que Jaurès fait une erreur en s'alliant avec la bourgeoisie. Elle écrit que Jaurès pense que c'est une conquête d'une partie de l'État par le socialisme, alors que c'est l'inverse, c'est l'État bourgeois qui est en train de conquérir le socialisme. Et un peu plus tard, elle écrira même que heureusement qu'en Allemagne, ils n'ont pas encore cette mauvaise habitude française de confondre extrême gauche et social-démocratie. Social-démocratie, à l'époque, étant une forme d'équivalent de marxisme, en fait, avant d'être dévoyé. Le SPD, par exemple, le Parti social-démocrate allemand, regroupait toutes les tendances marxistes jusqu'à Rosa Luxembourg qui a fait sécession. Et on le sait très peu, mais Lénine était au Parti social-démocrate ouvrier de Russie. Donc, mais en fait, au fur et à mesure, cette alliance va finir par se consolider par le Front populaire, par l'antifascisme aussi, au point où en fait gauche et socialisme vont devenir plus ou moins des synonymes. Et Michéa, pour lui, en fait,
voit une modification de la gauche à partir de mai 68. En mai 68, il y a donc cette révolte étudiante et ouvrière. Et là, on va mettre de côté la révolte ouvrière, on va vraiment se concentrer sur les étudiants, où en fait Michéa, il voit le meilleur comme le pire. C'est-à-dire, il y voit certains inspirés par les thèses de Debord, dont je vous ai parlé, de Castoriadis, d'Henri Lefebvre, qui est un marxiste libertaire, et donc de certains étudiants. C'est notamment ce qu'on appelait les enragés, dont le leader était René Riesel. En fait, eux étaient authentiquement anticapitalistes, et puis il y voit aussi des petits bourgeois, tels Daniel Cohn-Bendit, que j'aime surnommer Dany le Bourge, Romain Goupil, qui est devenu un néoconservateur et traître en chef. Et donc tous ces gens, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y avait plein de petits bourgeois qui, dans le fond, ne voulaient pas tant faire la révolution sociale, mais voulaient surtout en fait jouir sans entrave, même si la formule en fait est situationniste. Et en fait, d'ailleurs, c'est pas pour rien que la révolte de mai 68, même si les prémices viennent d'avant, à partir de 64-65, le mouvement étudiant commence réellement quand Daniel Cohn-Bendit veut aller dans le dortoir des filles et on le lui refuse, ce qui va mener en fait à une révolte étudiante à Nanterre, à l'exclusion de 8 de Nanterre, dont Daniel Cohn-Bendit, mais aussi de René Riesel, dont je vous ai parlé, qui est resté vraiment quelqu'un de formidable, même après tout ça. Et ce que Michel a dit, c'est qu'en fait, c'est le mauvais 68 qui a fini par l'emporter dans les consciences collectives, celui de Daniel Cohn-Bendit. Et c'est ce que quelqu'un comme un philosophe communiste comme Kluskar appelait le libéral libertaire, c'est-à-dire cette fusion en fait du libertarisme sociétal avec le libéralisme économique. Et c'est pour ça qu'après mai 68, en fait, De Gaulle finit par être liquidé en 69, malgré son écrasante victoire en juin 68, et en fait est remplacé par Pompidou, qui est déjà l'aile libérale du gaullisme, qui est un ancien directeur de Rothschild et qui est plus libéral que De Gaulle, et c'est aussi quelque part la liquidation du parti communiste, et le tout en fait au profit d'une victoire du libéralisme. Ensuite on a Valéry Giscard d'Estaing, qui est vraiment l'archétype du libéral du libéral de droite, mais dont on ne le sait pas, mais qui a eu les faveurs de certains gens de la deuxième gauche, donc de certains gens qui se disent qui étaient de gauche et même proches de Foucault. Et Michéa en fait explique qu'après mai 68, on a une réorientation d'une partie de la gauche dont la pensée critique avant était vraiment symbolisée par Debord, Castoriadis, l'école de Francfort, et qui va devenir en fait des gens comme Deleuze, Foucault, Derrida, des gens certes très intéressants, mais dont la pensée n'est pas très radicale et qui peut être facilement retournée au bénéfice du libéralisme. D'ailleurs, au passage, Foucault, faut lire ses cours au Collège de France à la fin des années 70, il est presque ébahi devant le néolibéralisme. Il pense que le néolibéralisme va permettre, je cite, une gouvernementalité de gauche, et le néolibéralisme peut pour lui être une chance pour la gauche. Je pense qu'il en serait sûrement revenu, mais il est mort en 84, donc trop tôt pour en revenir. Et pour Michéa, donc, finalement, la victoire de cette gauche libérale coïncide avec Mitterrand, 81, qui arrive certes au pouvoir au début avec un programme très étatiste et plutôt anticapitaliste. Donc il y a 2 ans de privatisation, et puis en 83, il y a le fameux tournant de la rigueur, où il ouvre... comment ? Nationalisation. Pardon ? Vous avez dit privatisation, c'est nationalisation. Pardon. Mitterrand nationalisait, autant pour moi. Il y a eu ce programme de nationalisation, et donc à partir de 83, le tournant de la rigueur, et Mitterrand ouvre ce qu'il a appelé lui-même une parenthèse libérale qu'il n'a en fait jamais refermée. Et à ce moment-là, en fait, la gauche redevient plus ou moins ce qu'elle était avant, c'est-à-dire libérale, et finit par se trouver des combats de substitution dans les combats sociétaux pour masquer le fait qu'elle est devenue libérale sur le plan économique. Et en fait, ça va coïncider avec la création d'SOS Racisme. Donc en fait, Mitterrand et le PS va récupérer le combat antiraciste qui est en train de naître au début, qui est l'œuvre vraiment des enfants d'immigrés avec la marche pour l'égalité qu'on a appelée la marche des beurs. Il va le récupérer à sa propre fin,
Et de l'autre côté, il va aussi permettre la montée d'un diable, qui est en fait le Front National. Et donc, finalement la gauche PS va devenir en fait le camp des gentils, c'est-à-dire le camp antiraciste et antifasciste, mais libéral sur le plan économique. Petite citation de BHL, l'un des grands inspirateurs de tout ça. Le seul combat acceptable de nos jours, c'est une citation de 83 de BHL, est celui du fascisme contre l'antifascisme. C'est-à-dire que le débat du capitalisme, lui, est totalement oublié. D'ailleurs, BHL et ses amis, les nouveaux philosophes, commencent à expliquer que toute révolution mène forcément au goulag et donc au totalitarisme. Et donc c'est pour ça, et donc en fait la pensée de Michéa s'articule sur une idée, c'est aussi la séparation du socialisme et du mouvement ouvrier de la gauche, qui en fait finit toujours par se faire berner dans les unions de gauche. Typiquement l'élection d'Hollande après le confirme. C'est pas pour rien non plus que Macron, notre président libéral aujourd'hui, a été l'un des hommes les plus importants du quinquennat d'Hollande, d'abord conseiller, ensuite ministre de l'économie. Et la pensée de Michéa s'articule aussi là-dessus. Et dernier point, et qui va être le point sur lequel je vais finir, donc sur le concept d'anarchiste conservateur. Donc le concept d'anarchiste conservateur, en fait, ça vient de son écrivain préféré, George Orwell, qui, avant de se définir comme socialiste, par une boutade, va se définir comme anarchiste conservateur, un peu pour embêter la gauche bien pensante, entre guillemets, de son époque. Et ce que Michéa explique, et Simon Leys, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'un des principaux biographes d'Orwell, ce qu'ils expliquent, c'est que, en fait, Orwell n'était ni réellement anarchiste ni conservateur, mais que l'anarchie d'ailleurs conservateur n'existe pas en tant que position politique et philosophique, mais c'est ce qui correspond à son tempérament. Et moi je dirais que ça correspond aussi au tempérament de Michéa. Alors, son tempérament, c'est-à-dire qu'au fond, Orwell en fait combinait une forme de sensibilité, enfin avait une sensibilité qui combinait trois éléments. Un élément plutôt conservateur qui est cette idée que dans l'héritage, enfin dans nos sociétés plurimillénaires, en fait, il y a des choses à conserver, il y a des structures qui sont bonnes à conserver, il ne faut pas faire table rase du passé comme le pensaient les marxistes, qui est un grand souci de l'autonomie individuelle et une haine de toute forme de domination et de toute forme de pouvoir, et notamment les dominations que nous-mêmes on pourrait exercer sur les autres. Et en fait, par là, Michéa essaie de nous montrer aussi que, essaie de nous montrer que la sensibilité de quelqu'un peut jouer dans ses positions politiques. Et d'ailleurs, il y a plein de gens que vous pouvez rencontrer qui affichent des positions politiques très à gauche et très progressistes et qui au fond ont vraiment des tempéraments de petits fascistes ou de petits staliniens, c'est-à-dire pour avoir milité dans un parti politique, moi-même au PCF, j'ai rencontré une majorité de gens vraiment sympas, honnêtes et sincères, mais j'ai rencontré aussi des petits chefs de section qui étaient qui n'ont vraiment rien à envier avec de petits fascistes, vraiment dans les méthodes et dans le tempérament. Et en fait, ce que dit aussi Michéa de son tempérament, c'est que, en fait, je l'explique dans mon livre, c'est que pour lui, il y a toute une famille à gauche qu'on a un peu oubliée qui, en fait, avait quelque part ce tempérament, c'est-à-dire de gens de gauche qui critiquent du progressisme et qui pensent que dans nos sociétés, il ne faille pas forcément faire table rase du passé, et qui en même temps combinent une forme de sensibilité communiste libertaire. Donc dedans, Michéa, en fait, il range des gens très divers comme Castoriadis ou Debord, dont je vous ai parlé. Debord, qui vers la fin de sa vie est un grand critique de la modernité. Quelqu'un comme Christopher Lasch aussi, dont je vous ai parlé, mais aussi Albert Camus, par exemple. Albert Camus qui se disait poétiquement proche des anarcho-syndicalistes et qui pensait que la première mission de sa génération était d'empêcher que le monde se défasse, et donc quelque part était d'essayer de conserver ce qui nous rendait encore humains. Simone Veil, pas la ministre mais la philosophe, donc Simone Veil avec un W, qui était une anarchiste proche des milieux anarcho-syndicalistes, mais qui s'est aussi converti et qui était très mystique. Pier Paolo Pasolini,
qui aime beaucoup aussi Michéa, qui est un cinéaste, écrivain et journaliste communiste, qui, petite boutade, une fois dans une interview dit « Je suis communiste car je suis conservateur ». C'est assez marrant. Et en fait, Pasolini était surtout un grand critique de la société de consommation et aussi un critique du gauchisme 68A, enfin, donc il critique énormément les étudiants de 68 italiens. Et il explique que la société de consommation, avec sa fausse permissivité des mœurs, en réalité crée une société encore plus fasciste que le fascisme lui-même. Lui, il parle de fascisme de consommation parce que pour lui, la société régie par le progrès, etc., est une société qui contrôle nos comportements de manière bien pire que Mussolini a pu le faire en Italie. Parce que, en fait, les jeunes, à partir de 70, commencent tous à se soumettre aux mêmes modes, à faire les mêmes choses, à regarder à la télé aux mêmes heures les mêmes choses, etc. Alors que quelque part, le fascisme, avec ses valeurs réactionnaires, avait un peu réduit, avait tenté de régir tous les comportements, mais quand les gens rentraient chez eux, finalement, ils étaient chez eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et ils ne se soumettaient pas aux diktats de la mode, de la télé, etc. Et aujourd'hui, c'est encore bien pire avec Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et j'en passe. Et donc voilà, il y a toute cette famille que je pourrais prolonger où il met aussi des anarchistes chrétiens comme Jacques Ellul, comme Ivan Illich, etc. Et pour lui, en fait, il existe toute une famille, en fait, donc de gens qui ont cette sensibilité critique du progressisme, sans pour autant être de vrais conservateurs, authentiquement conservateurs. Et Michéa, en fait, je le range lui aussi dans cette famille. Et dernier élément anarchiste conservateur chez Michéa, c'est que pour lui, toute révolution doit comporter deux moments, un moment conservateur et un moment anarchiste. Pourquoi un moment conservateur ? Le moment conservateur, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, les révolutions commencent souvent sur des bases plus ou moins conservatrices, c'est-à-dire de gens qui ne veulent pas en fait être déclassés, qui ne veulent pas voir leur mode de vie disparaître. Il prend en exemple la révolution du début du XXe siècle au Mexique, d'Emilio Zapata, qui en fait commence avec des indigènes qui refusent de bouger de chez eux. En fait, l'État progressiste, libéral et modernisateur leur dit à partir de maintenant, vous allez devoir bouger de ces terres et vivre d'autres manières. Et eux ont commencé en se disant non, on ne veut pas bouger, et on finit par en fait à la fin mener toute une critique du système libéral et par défendre vraiment un modèle de société libertaire. Et donc pour Michéa, il y a ce truc, et en fait pour lui une révolution ne peut pas, comme je l'ai dit, faire table rase du passé, mais doit s'appuyer sur des structures qui existent déjà et qui sont déjà bonnes, et sur ce que l'homme a déjà d'humain. Et la deuxième phase, qui est le moment anarchiste, lui, c'est que pour lui, mais comme pour Orwell en fait, une révolution ne peut marcher que si jamais elle est capable en fait de taire la volonté, de contrôler la volonté de puissance de certains de ses chefs. Sinon, on risque de se retrouver dans le cas de la révolution soviétique, où à la fin en fait, ce sont plutôt que d'avoir une société où la domination, l'exploitation de l'homme de l'homme par l'homme disparaît, on a une nouvelle forme d'exploitation de l'homme par l'homme, sauf que ce ne sont plus les bourgeois qui dominent, mais les bureaucrates. Et là-dessus, il s'appuie notamment sur une lettre écrite par George Orwell après La ferme des animaux, où il écrit qu'en fait, son roman n'est pas un roman contre la révolution générale, mais contre un certain type de révolution, la révolution où en fait les révolutionnaires ne se donnent pas les moyens de se débarrasser de leur chef une fois la révolution faite. Et donc, pour Michéa, en fait, toute révolution doit comporter ces deux moments, et c'est pour ça, et je vais conclure là-dessus, que Michéa prône une forme de révolution, de rupture radicale avec le capitalisme, mais qui part en fait du local, du petit, pour s'étendre ensuite vers le reste de la société, qui part vraiment du bas, et qui prend appui sur une critique en fait du progrès avec un grand P, donc du progrès technique, et c'est aussi pour ça qu'il rejoint tout le mouvement de la décroissance et de l'écologie radicale. D'ailleurs, pour lui, en fait, l'écologie est aussi quelque chose de conservateur, parce que dans l'écologie, il faut conserver quelque chose, c'est-à-dire la terre, contre la bétonisation, etc.
Donc je m'arrêterai là-dessus. Vraiment, Michéa défend ce type de modèle de société et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, il s'est installé dans les Landes, dans un petit village où en fait maintenant il fait principalement de la permaculture, de l'élevage de poules et en fait essaie de vivre en cohérence avec ses idées.